Aujourd'hui sur Media Moula, le podcast qui explore le futur des médias sous l'angle de la monétisation et de la croissance, nous allons parler de guide shopping et d'affiliation. J'ai le plaisir de recevoir Mathieu Wolf, directeur du business développement chez Le Parisien. Salut Mathieu, comment tu vas aujourd'hui? Salut Ronan, écoute, bien. On a échangé juste avant de lancer le podcast. On se disait qu'on se remettait d'une soirée des 25 ans d'Infinity juste avant. Donc, écoute, tout va bien. Je suis dans le thème prêt ce matin à discuter avec toi. Donc, tout va bien, merci. Très bien, bah, écoute, on salue les équipes d'Affinity également. Alors, Mathieu, on en a déjà parlé. Hein, tu sais, je suis pas forcément très très fan du content commerce appliqué aux rubriques shopping des médias généralistes, des médias d'actu. Je l'ai parfois critiqué à ce micro avec des invités ou des invités qui le défendaient. Alors, je ne parle pas des sites spécialisés qui font des tests de produits et qui publient des avis, mais bien des guides shopping, des rubriques shopping des sites d'actu généralistes. La grande majorité de ces sites, j'ai quand même l'impression qu'ils profitent de la notoriété de leur nom de domaine pour ressortir sur des requêtes qui sont très rémunératrices, ce qui peut s'apparenter à du MFA, donc Made for Advertising ou Made for Affiliate dans ce cas-là. Et est-ce que la grande question, c'est est-ce que les internautes font vraiment confiance à ce type de contenu pour faire leurs achats de tous les jours, puisqu'on peut trouver absolument de tout sur ces rubriques shopping, du matelas à l'arbre à chat en passant par un aspirateur robot. Et en même temps, on m'a dit à plusieurs reprises en off ou au micro de Media Moula que chez Le Parisien, vous faites les choses différemment. Donc voilà, ça a attisé ma curiosité, j'ai voulu en savoir plus. Et tu as gentiment répondu à mon invitation pour discuter du sujet. Donc forcément, je veux en savoir plus aujourd'hui. Et l'objectif, c'est d'aider les auditeurs à comprendre concrètement à quoi ça ressemble en fait la rubrique shopping chez Le Parisien, enfin, la rubrique shopping et plus globalement le content commerce chez Le Parisien, dans votre organisation et dans votre développement et comment vous voyez le futur de ce business model. Mais avant de commencer, qui est Mathieu? Alors, merci pour la bonne intro. Moi aussi, pour le coup, je suis très content. Je suis particulièrement content parce que, comme tu l'as dit, t'as un avis un peu assez direct aussi sur les guides d'achat et encore plus content qu'on t'ait dit qu'on faisait les choses différemment. Parce que c'est exactement ce qu'on essaye de faire au quotidien aux Parisiens. Donc on aura un moment pour en parler. Donc voilà, je suis très content parce que c'est une super occasion aussi d'échanger ensemble et de pouvoir aussi expliquer voilà comment on travaille. Donc qui est Mathieu Wolf dans les grandes lignes. Donc côté côté pro, donc sur le Parisien, ça fait maintenant 6 ans que je travaille. Donc je suis directeur de business au Parisien et je m'occupe de la brique performance du Parisien. Donc aujourd'hui, c'est une équipe de 12 personnes. Mais ça fait un moment quand même que je roule ma bosse dans le secteur. Donc 12 ans dans le groupe, puisque le groupe c'est le Parisien, mais il y a surtout Les Échos, le Parisien, Radio Classique, Connaissance des Arts, c'est un grand groupe. Donc ça fait 12 ans. Et avant, je suis passé par d'autres médias. J'ai une carrière de toute façon que médias pour le coup. Je suis passé par Énergie, RTL et précédemment Canal+. Donc voilà, j'ai vraiment cette appétence média. Ce qui m'intéresse, c'est que ça s'arrête jamais. L'actu, c'est H24, du soir au matin. Et donc ça, ce rythme me plaît beaucoup. Et après, le deuxième axe, c'est la partie business, digital aussi, qui m'anime depuis le début. Pour l'anecdote, j'ai commencé chez Canal en 2010 en accompagnant la communication et le digital autour de Naïsna, à l'époque où Canal+ avait les droits de la Coupe du Monde. Donc dès le début, voilà, j'étais tout de suite porté sur médias, sport, digital et business. Voilà. Et pour répondre un peu, te dire qui je suis assez curieux, même très curieux pour le coup. J'aime bien les gens aussi, le contact, on en parlera, le relationnel hyper important. Et comment je suis arrivé dans les médias pour l'anecdote, euh, c'est que je suis un enfant de la télé, génération 80-90. Et j'ai regardé la télé, j'ai toujours été curieux de savoir ce qui se passait derrière. Et je me suis toujours dit, un jour, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe derrière, comprendre comment ça fonctionne. Et voilà pourquoi je suis arrivé dans ce milieu-là après avoir fait une école de commerce. Voilà, ça te donne un peu le parcours. Mhm. Très clair. Est-ce que tu peux nous faire l'état des lieux en commençant par la genèse du shopping chez Le Parisien? Ouais. C'est relativement nouveau, mais pas si nouveau que ça finalement. Vous avez lancé en 2017, il me semble.
Ouais, exactement. Donc 2017, je m'amuse à dire à chaque table ronde ou plénière qu'on est le premier généraliste, média généraliste à s'être lancé. C'est vrai, alors c'est une force, clairement, parce qu'on a ouvert un marché, parce qu'on a été les premiers à être visibles. Et en même temps, c'était un risque aussi, parce qu'on découvrait un peu le content to commerce, on a un peu essuyé les plâtres au début. Donc voilà, c'est à la fois une force et en même temps, ça n'a pas été si simple. Donc 2017, effectivement, comment on se lance? Ça part d'une réflexion en interne et d'un constat. Déjà, le Parisien, c'est un média quotidien qui accompagne les Français sur tous les sujets, sport, économie, politique, actu en général. On est assez proche des Français, donc ça c'est un constat de positionnement de marque. Et puis après, il y a deux autres questions qui sont posées. La première, de se dire, bah effectivement, tu l'as dit, comment les médias créent une ligne de diversification. Ça, c'est un premier sujet. Et le deuxième, des problématiques d'annonceurs qui avaient en fait une orientation un peu plus héroïste, qui voulaient savoir en fait directement, bah, j'investis 1 euro dans un média, que ce soit en télé, en radio, en presse, en digital, combien cet euro me rapporte. Et donc c'est le mix de ces trois choses-là en fait qui nous ont amené à créer le guide d'achat en 2017, en se disant on va créer un service proche de nos lecteurs et en même temps qui va avoir une dimension héroïste pour nos annonceurs. Voilà, ça donne un peu la genèse et en complément, je peux aussi préciser qu'on a eu aussi cette chance d'être accompagné au début par Amazon, qui est assez friand de contenu et qui nous a fait confiance bah, pour nous lancer et pour nous expliquer aussi un peu l'affiliation, parce que comme tu l'as dit, on a un média, on a appris l'affiliation depuis 7-8 ans maintenant, mais au début, l'affiliation, on connaissait pas trop. Donc voilà, ça donne un peu la genèse. Un service, enfin un produit au service de nos lecteurs et en même temps une réponse aux annonceurs. C'est donc Amazon qui contactait les médias à l'époque pour pousser leur programme d'affiliation et c'est comme ça que vous avez eu l'idée de lancer En, la rubrique. en fait, t'as effectivement des partenariats qui peuvent se nouer. Alors, moi, en 2017, j'étais pas là, hein, je triche un peu, je suis arrivé un an et demi après le lancement du guide. Mais effectivement, pour comprendre comment fonctionne le e-commerce, parce que le content to commerce, c'est avant tout aussi une mise en avant de sites de e-commerce, donc Amazon, Cdiscount, Boulanger, Co, Fnac Darty. Bah effectivement, il faut comprendre. Donc, on a commencé à réfléchir ensemble. On s'est dit, bah nous, on sait faire du contenu et vous savez valoriser vos produits. Donc, la réflexion aussi partie de là, effectivement. Tu parlais d'annonceurs. Aujourd'hui, comment, comment évoluer pardon, la demande des annonceurs? Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui et qu'ils ne vous disaient pas forcément hier quand vous les intégrez sur votre rubrique shopping? Est-ce qu'ils sont de plus en plus héroïstes? Est-ce qu'ils sont de plus en plus ouverts à ce type de contenu? Quelle est la situation? Alors, il y a plusieurs questions. Dans ta question, je vais répondre à 2 points et après, on discutera, parce qu'il y a une partie, effectivement, on s'est dit qu'on échangerait sur l'observatoire du content to commerce, où là, on est allé vraiment chercher les réponses des annonceurs. Mhm. Et pour répondre à ta question, le content to commerce, déjà, ça n'existait pas. Il y a 7-8 ans, ça n'existait quasiment pas, et alors encore moins sur les médias généralistes. Donc il a fallu éduquer nous aussi, mais éduquer aussi les annonceurs en expliquant ce qu'on faisait. C'est-à-dire, bah, comme je le disais, créer du contenu, valoriser les produits, mais valoriser des produits de manière juste et des produits qui plaisent à nos annonceurs, à nos lecteurs. Pardon. Donc il y a eu quand même une très grande phase d'éducation, aussi appuyée par les plateformes d'affiliation, qui maîtrisaient historiquement très bien les mécaniques d'affiliation type cashback, code promo, comparateur, et peut-être pas trop au début le content to commerce. Donc en fait, on a vraiment grandi ensemble sur le sujet avec le triptyque éditeur, donc nous, agence d'affiliation et annonceur. Donc au début, comme je te le disais, c'est plutôt les sites e-commerçants qui nous ont fait confiance. Puis au fur et à mesure, ça a été plutôt des constructeurs. Et puis on a ensuite développé un peu le sujet. Maintenant, on a des acteurs de secteurs complètement différents qui nous appellent, qui nous disent, bah voilà, j'ai entendu parler du content du commerce. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Et donc voilà, grâce à tous ces acteurs-là, ça a évangélisé ça. Pour revenir sur ta question, bah c'est un sujet, enfin
une mécanique héroïste. Donc, ce qu'attend un annonceur dans une collaboration, c'est de générer de la vente. Ça, c'est clair. Donc, on parle de CA marchand, notamment. Après, on peut être sur des autres mécaniques de visite. Un annonceur a besoin d'avoir du trafic qualifié chez lui. Après, on peut avoir aussi des demandes de certification, en tout cas de caution. C'est là où tu disais, je réponds un peu à ta question au début, tu dis, bah, pourquoi faire des guides d'achat aussi sur le Parisien? Bah, il y a aussi la caution. Le Parisien, on est une marque très forte, qui est rassurante. Et donc, c'est rassurant à la fois pour nos lecteurs, mais aussi pour les annonceurs. Donc, il y a ce côté-là aussi un peu, enfin, avis, confirmation, certification, et on est en territoire, enfin, en zone entre guillemets de confiance. Et enfin, je t'expliquerai d'ailleurs quelle est notre philosophie là-dessus, en poussant des vrais bons produits. Enfin, il y a une vraie sélection. C'est pas juste on prend le business et on pousse. Ça, sinon c'est mortel pour le business et pour nos lecteurs. On n'a pas le droit à l'erreur. Donc ça a assez évolué. C'était plutôt CA marchand. Après, ça peut être de la visite, du CPC comme je te l'ai dit, de la notoriété. Il y a un peu tout. On parlera peut-être des tests produits après. Un lancement de produit, un annonceur qui lance un produit, bah, il veut qu'on ait le produit entre les mains, qu'on le torde, qu'on le teste et qu'on soit juste sur sa restitution au travers du contenu. Donc voilà, il y a énormément d'objectifs différents en fonction des annonceurs. C'est ça qui est intéressant dans le content to commerce. C'est pas juste content to perf, c'est vraiment content to commerce et le commerce. Ça peut passer par la génération de leads aussi. Voilà, énormément de sujets. Donc oui, ça évolue beaucoup et ça évolue encore aujourd'hui. Tu as mentionné l'observatoire du content commerce. Est-ce que Ouais. tu peux nous préciser ce que c'est? Ouais. Bon, on prendra un petit peu de temps après d'en parler, mais en Ouais. quelques mots. Donc, l'Observatoire du Content to Commerce, c'est du coup une étude et un événement qu'on a lancé en ce début d'année, donc aux Parisiens, dans nos locaux. Et l'idée, c'était bah, de se poser en fait, de prendre un peu de temps lent, parce que le business, ça va assez vite et on prend pas trop le temps de se poser de manière générale. Donc on s'est posé, on a travaillé plusieurs axes pour réaliser une étude. Donc une étude avec OpinionWay sur laquelle on a étudié les consommateurs, donc le marché. On est allé interroger des personnes sur le terrain qui consomment des guides d'achat pour savoir ce qui les intéressait. Et on a fait deux autres études à côté, un peu plus internes. On a interrogé nos lecteurs, donc avec un questionnaire sur le site, sur le guide d'achat, en leur demandant ce qu'ils aimaient chez nous, pourquoi ils venaient consulter le guide d'achat. Et on a aussi interrogé nos annonceurs, pour ce que tu me disais avant, pour savoir ce qu'ils attendaient. Et on a mixé tout ça et on a fait une restitution chez nous en début d'année. On a convié nos partenaires, nos annonceurs, on a même convié d'autres éditeurs de content to commerce, bah, pour essayer d'avoir une réflexion commune pour faire grossir le content to commerce, parce qu'on aime le content to commerce, on a envie que ça progresse, que ça évolue. Et voilà, on a réuni tout le monde. Et pour finir là-dessus, pourquoi profondément on l'a fait? Parce que comme je te l'ai dit en intro, on a été les premiers médias généralistes à se lancer dessus. Et on avait besoin d'avoir une saison 2 du sujet, de se reposer, de se dire voilà, on regarde dans le rétro, on regarde ce qui se passe, et c'est quoi demain avec toutes les évolutions qu'on connaît, IA, Co. Ça va être quoi? Et donc on s'est dit on met pause, on interroge tout le monde, et ça va nous aider en fait à créer la saison 2 pour nous, mais aussi pour le marché. Voilà, ça te donne un peu la genèse de ça. Il y aura une autre édition en fin d'année, on va renouveler ça de manière pérenne parce que ça a eu un super retour sur le marché auprès des agences. Donc hyper fier de cet événement. Est-ce qu'on pourrait donner une définition, une présentation du content commerce? Parce que j'ai eu un échange avec un éditeur cette semaine, et Ouais. plutôt junior, il se lance, et parfois il me disait que dans le podcast, j'utilisais du jargon qu'il ne comprenait pas. Ça semble évident, mais peut-être qu'on peut donner une définition. Et c'est pas si simple en fait, parce que je me rappelle quand je faisais partie du CPA, on avait lancé avec Clément Grandjean euh, et Jean-François Ferraud Mhm. la partie content commerce au CPA. Et Ouais. on n'arrivait pas à se mettre d'accord en fait sur une définition du content commerce avec tous les éditeurs qui faisaient partie de ce collège. Donc toi, quelle est ta définition du content commerce si tu devais l'expliquer à un gamin de 8 ans? Euh, Bah, de manière assez brute, créer du contenu pour générer du business. Ça, c'est la manière un peu brute. Et puis après, bah, c'est effectivement comment arriver à rédiger, créer, publier un contenu qui derrière va avoir à la fois un intérêt pour le lecteur et un intérêt pour l'annonceur.
Et en fait, c'est comment arriver à effectivement générer ce contenu pour traiter ces deux axes de la meilleure manière possible. Et moi, je rajoute un élément parce que ça, c'est clé, en étant juste. Juste, ça veut dire quoi? Pour nous, dans notre vision parisien, et c'est là où je réponds en partie à ce que tu me disais au début avec un peu ta défiance. En fait, ça marche si tu es juste. Être juste, ça veut dire qu'un bon plan, et j'ai souvent cette discussion, enfin, quasiment à chaque fois que je vois Clément, un bon plan, ça doit être un bon plan. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'un bon plan, ça doit pas être un produit qui est limité en stock et dont le produit est disponible chez un marchand, mais dont le prix a été multiplié par deux. Ça, c'est pas un bon plan. C'est une possibilité d'acheter un produit pour nous, mais c'est pas un bon plan. Donc quand un partenaire ou un annonceur me dit, voilà, j'ai un produit, on le citera pas, mais ça a été le cas surtout dans le Covid sur les ruptures de PS5. Il n'y avait plus de PS5. Il y avait un site qui proposait des PS5 et bah du coup, alors tant mieux pour lui effectivement, et avec qui on aurait pu travailler, mais la PS5 effectivement les prix étaient proposés étaient très élevés. Et donc bah on s'est dit on peut créer du contenu, super, on met à dispo des PS5, il y en a pas. De deux, super, c'est un bon contenu pour l'annonceur, on sait qu'on va générer du chiffre parce que l'offre et la demande, il y a beaucoup de demandes et pas d'offres. Et le dernier point dont je t'ai dit, c'est est-ce que c'est juste? Bah non. Donc on sait qu'il y avait du business à prendre, mais on l'a pas fait parce qu'un bon plan doit rester un bon plan. Donc une PlayStation dont le prix est 2 fois supérieur à son prix de vente, pour nous c'est pas un bon plan, donc on travaille pas. On passe à côté du business, on propose pas ce bon plan, mais on reste sur ce que je t'ai dit, être juste. Donc cette notion, elle est assez, enfin elle nous drive. Quand on sait pas trop quoi faire chez nous, accepter ou pas des deals, pousser des contenus ou pas, on se demande est-ce que ça l'est. Et voilà, je trouve que c'est cette petite notion qui, qui, qui complète bien la chose. Et effectivement, comme tu l'as dit, le content to commerce, il y a encore quelques années, c'était un lien intégré dans des articles. Et ça s'arrêtait là. Et donc, bah, depuis, ça a beaucoup évolué. Maintenant, les partenaires savent que c'est plus du tout ça. Donc non, c'est pas juste un lien pour intégrer dans un article. Pardon. Il y a une vraie réflexion dessus, beaucoup plus profonde. Voilà, j'espère avoir donné quelques billes en plus. Mais tu as raison, ce qui est intéressant, tout le monde a sa définition. Et c'est ce qui fait que c'est génial, c'est infini. Super, merci. Je l'ai indiqué en intro, vous semblez faire les choses différemment chez Le Parisien, et ça passe notamment par l'internalisation de la Ouais. production de contenu, ce qui n'est pas le cas de la majorité des sites qui ont une rubrique shopping. C'est depuis le début, pourquoi et comment? Pourquoi vous vous outsourcez pas? Ça serait quand même beaucoup plus simple. Tu donnes tout à une agence, ils produisent en masse, tu publies et tu récoltes l'argent, quoi. En fait, là-dessus, soit contenu, produit, commercial, tout, enfin tout ce qu'on fait. Il faut savoir que notre équipe, elle est rattachée à la direction numérique du Parisien. Qui dit direction numérique, dit qu'on a effectivement la chance d'être très proche du produit, des développeurs, et donc on a la main sur ce produit. C'est un produit mouvant. Autant la définition du content to commerce, elle évolue, autant le produit, il évolue aussi. Donc c'est plutôt une réflexion de manière globale de se dire aux Parisiens, on, on, on sait qu'on travaille mieux, qu'on est plus efficace lorsqu'on maîtrise l'ensemble de la chaîne. Donc je vais te répondre sur le contenu, mais c'est plus large que ça. Notre équipe, elle est intégrée à la direction numérique du Parisien. Et notre équipe, elle est composée d'une dizaine de personnes aujourd'hui, avec des profils différents. Donc on a effectivement des parties BizDev, 4 BizDev qui échangent avec le marché, avec les annonceurs et qui sont à l'écoute des problématiques et essaient d'y répondre. À côté, on a une squad produit. Ça, c'est clé. C'est une organisation qui est pas qui est unique sur l'après généraliste. Le produit, donc avec un product manager, des devs front back plus designer. Donc là, ça nous permet aussi d'ajuster le produit, de le faire évoluer, d'impulser une dynamique. On a la main sur le produit. Et après, on a une partie content manager et SEO. Et donc, leur job, bah, c'est de s'assurer que le contenu va être pertinent. Donc, avec de la relecture, c'est choisir les bons rédacteurs. Ça, c'est la partie plutôt content manager. Et la partie SEO, qui va plutôt être là pour bah, faire en sorte que le contenu soit le plus pertinent possible et plus visible. Donc, c'est plutôt global, internalisé. Après, ça peut nous arriver effectivement, bah, comme on est très généraliste, on va sur tous les sujets.
Je prends un exemple assez rigolo. On traite de sujets sur l'intime, par exemple, qui est d'ailleurs une rubrique très forte sur le Parisien bleu, donc rédaction. On l'a traité sur le guide d'achat maintenant. On travaille avec 4 ou 5 acteurs du secteur de l'intime. Pour trouver un rédacteur spécialisé sur ce sujet-là, c'est pas simple. Mmh. C'est pas simple. Donc effectivement, on peut être amené à aller chercher aussi des rédacteurs spécialisés dans le sujet. Quand on n'a pas sous la main, effectivement, bah, on va chercher des rédacteurs. Maintenant, tous nos contenus sont effectivement tous relus. Ça, c'est clé. Ils sont relus, ils sont corrigés, ils sont parfois d'ailleurs aussi proposés en relecture de confort aux annonceurs. Mais voilà, ça peut arriver sur certaines demandes un peu particulières pour essayer de toujours rester dans cette réflexion de bien travailler. Bah, il faut connaître des sujets. Ce sujet est assez drôle d'ailleurs, donc pas le donner à n'importe qui, un rédacteur high-tech qu'on connaît bien, c'est pas Mmh. possible. Voilà, Très clair. ça répond à ta question. Oui. Est-ce que tu peux nous donner un peu des chiffres? Je sais que l'audience est toujours intéressée d'avoir des chiffres, pas forcément, Ouais. enfin, si tu peux, des revenus, la répartition, bien évidemment, je suis preneur, mais aussi sur ce que ça représente, combien de contenu vous produisez, parce que j'ai l'impression que ces rubriques shopping, c'est vraiment, enfin, vous rigolez pas au niveau du contenu, quoi. Vous publiez chaque jour hein, des dizaines, parfois des centaines de contenus pour les gros sites. Euh, voilà, je te laisse libre de partager Ouais, les chiffres. bien sûr. Donc, bon, je te l'ai dit, hein, moi, nous, on partage les chiffres, c'est les chiffres qui sont connus sur le marché. Je peux t'en partager plusieurs. Déjà parce qu'on en est fier, parce que c'est des chiffres positifs. Donc, en termes d'audience, de puissance, c'est un peu plus de entre 50 et 60 millions de visites par an. Donc, effectivement, ça pèse assez lourd sur les guides d'achat. Après, le Parisien bleu, quand j'appelle Parisien bleu, c'est vraiment le Parisien journaliste Mhm. pur. C'est un peu plus de 100 millions de visites par mois. Donc, ça donne à peu près un pourcentage d'audience qu'on génère versus le Parisien bleu. Ça, c'est un premier chiffre. Le deuxième chiffre que je peux te donner, c'est pareil, on communique dessus, c'est le chiffre d'affaires marchand qu'on génère. Donc ça, c'est combien on va rapporter de business pour les marchands. Donc, on a un chiffre qui tourne entre 10 et 12 millions de chiffre d'affaires marchands, mais qui peut pas prendre en compte tout, puisque évidemment, quand tu as un abonnement téléphonique, un abonnement, enfin une prise d'assurance ou genre de choses-là, bah tu as le panier du début, mais tu n'as pas le chiffre d'affaires qui est généré sur le long terme. Donc on sait qu'en réel, au temps zéro, au moment de la commande, c'est plutôt entre 10 et 12 dans les données consolidées. Maintenant, on sait que c'est bien plus. On sait que c'est bien plus parce que quelqu'un qui est fidèle derrière, investit de manière régulière chez l'annonceur. Donc, voilà, ça te donne une base de réflexion, enfin une base pour se situer, mais on sait que ça va bien plus. Après, un autre chiffre que je peux te partager, c'est le CTR. Ça, c'est une des forces du content commerce. Donc, le CTR, le taux de clic sur nos contenus. Quand on a commencé il y a quelques années, c'était plutôt aux alentours de 13-14. Aujourd'hui, on a des contenus qui sont cliqués à plus de 20%. Et donc ça déjà sur le marché publicitaire, c'est des taux de clic énormes, énormes. Donc on le valorise dans nos discussions. Et puis comment on est passé de 13-14 à 20 et passer la squad produit. Là, avoir la main sur le produit, c'est clé. C'est un produit qui doit évoluer. Et donc pour évoluer, comme je l'ai dit, on a fait l'observatoire, on a interrogé nos utilisateurs et qui nous ont donné des petits tips tout bêtes. Par exemple, un tips enfin, que je trouve hyper intéressant comme retour, c'était depuis longtemps. Je fais une digression volontaire, mais je trouve l'exemple intéressant. Nos utilisateurs nous ont souvent dit, mais vous avez un moteur de recherche sur le Parisien bleu, pourquoi vous en mettez pas sur votre guide d'achat? Bon, on s'est posé la question, c'est du dev quand même. On s'est dit, bon, ok, on a mis ça un peu de côté sur la roadmap, et puis un jour on a dit, ok, on l'a mis en place. On a mis en place ce moteur de recherche. Et il était utilisé par quelques centaines, quelques milliers d'utilisateurs. Et puis, au fur et à mesure, on a vu qu'il y avait des requêtes qui revenaient. Ces requêtes, c'est une mine d'or pour deux choses. Soit pour des recherches de produits qu'on n'a pas chez nous. Donc bah là, nous on s'est dit, mais c'est génial, en fait, on va pouvoir pousser des produits qu'on n'avait pas pensé. Ça peut être des choses très drôles. Tu vois, on a parlé des arbres à chat. Ok, ils veulent des arbres à chat. Et ben nous, on va aller se challenger, chercher des annonceurs qui ont des bons plans sur les arbres à chat. Ça, c'était un moteur de recherche qui nous apportait finalement qui est devenu un moteur de réponse. Ça, je le pique à quelqu'un, je sais plus ton d'ailleurs, mais
J'ai vu en pitch il y a quelques mois, je me dis c'est super, un moteur de recherche, ça devient un moteur de réponse. Et bah, c'est exactement ça. Donc ça, c'était un premier levier. Et le deuxième, donc c'est avec Lidl. Lidl, on travaille très très bien avec eux depuis qu'ils sont lancés il y a un peu plus d'un an et demi sur le e-commerce. Et donc ils nous ont dit voilà comment aller chercher encore plus de croissance. Et ben on a analysé les requêtes et dedans il y avait des produits effectivement Lidl, donc Parkside. Alors, pour les connaisseurs, Parkside perceuse, Parkside tronçonneuse, enfin voilà, ou Silvercrest et un produit derrière. Et en fait, on a orienté nos produits, nos contenus sur ces produits-là. Ça a créé de l'incrémental puisque on répondait à des demandes de nos lecteurs. Et donc le chiffre d'affaires a progressé. Et il a tellement progressé qu'on s'est dit, ok, on va même proposer le cas parce que la réflexion était hyper chouette à la Nuit des Rois et au Cador. Et on a gagné tout dernièrement 4 prix cette année sur ce cas-là. Et tout dernièrement le prix d'or dans la catégorie contenu et médias à la Nuit des Rois. Donc, une simple réflexion d'analyse, tu vois, de chiffres, de performance. On est passé une réflexion produit, on a sorti un produit, on a découvert qu'en fait, on pouvait en tirer parti sur d'autres choses que ce qu'on avait en tête. Et derrière, on a généré du business en plus. Donc voilà, la réflexion était assez chouette pour le coup pour te la partager. Donc voilà, on est parti d'un CTR pour aller jusque là. Donc ça, je peux te donner ça comme indicateur. Ce qui est déjà pas mal. Et après, oui, en production de contenu, effectivement, ça varie, mais toujours la même réflexion. Nous, on veut produire peu, mais bien. En tout cas, pas trop, mais toujours bien. On est un site de news, on n'est pas un site de guide d'achat. On est un site de news et on propose une verticale de contenu. Donc, on produit de manière assez cohérente. L'idée, c'est pas de générer 1000 URL par jour. Enfin, ça n'a absolument aucun sens. Et ce serait contre-productif. On préfère effectivement produire un nombre d'URL raisonné, mais quali, avec des très belles audiences sur un nombre de contenus raisonnés. C'est plutôt ça notre modèle. Donc non, on n'ira pas générer des milliers d'URL par jour. Ce serait totalement contre-productif. J'aimerais juste qu'on revienne sur le CA généré pour vos annonceurs, pour les marchands. Est-ce que ça inclut la brique code promo que vous avez sur le site ou c'est juste le Non, content commerce? non, c'est que content to commerce. D'accord. Code Ok. promo, pour nous, c'est complètement à part. Comparateur aussi complètement à part aujourd'hui. Ce qu'on peut commencer à activer peut-être un peu sur l'affluence, ça sera aussi complètement à part. C'est vraiment content to commerce et guide d'achat pur. Alors, tu as déjà mentionné l'organisation de ton équipe, mais si tu pouvais donner plus de billes, plus de détails, parce que c'est quand même une grosse équipe. Vous êtes 12. Vous avez Ouais, dit? une Tu as dizaine. dit? Ouais, Ouais, alors à plein temps, on est 7 ou 8 personnes qui sont vraiment à plein temps. Et d'accord. après, on monte jusqu'à 12 puisque, par exemple, les devs ne font pas que 100% du guide. Ils peuvent travailler aussi sur la partie code promo ou sur d'autres Mhm. leviers. Donc voilà, c'est une dizaine de personnes, effectivement. Et c'est une organisation particulière qu'on retrouve pas forcément chez les autres médias, euh, qui sont plutôt des équipes généralement rattachées au côté régie publicitaire. Nous, c'est une organisation différente, avec des points positifs et d'autres points peut-être un peu plus négatifs, mais voilà, la maîtrise du produit, la maîtrise aussi des forces commerciales, du SEO, ça nous fait gagner aussi beaucoup d'efficacité, beaucoup de temps. Mhm. Donc voilà, cette organisation est assez atypique. Généralement, d'autres sont plutôt orientés un peu plus régie. D'autres médias sont plutôt côté régie. Mais l'organisation d'avoir des BizDev côté direction numérique, celle-ci, elle est assez atypique. Et pour le coup, j'en suis, à titre personnel, assez fier parce que on a commencé et nous étions deux sur le guide d'achat. Et aujourd'hui, on a plus d'une dizaine de personnes. Donc voilà, assez atypique. Quelle est ta journée type? Si journée type il y a pour Mathieu chez Le Parisien, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce que tu fais le matin quand tu arrives au bureau et ça ressemble à quoi ta journée? Ma journée, alors, déjà, quand le PSG a joué la veille, je me prends un café et je débriefe du PSG. Ça, c'est pour la joke. Tous mes partenaires savent que les lendemains de match, je prends mon téléphone, j'appelle tout le monde et puis on débrief. Voilà, on prend un petit quart d'heure avec un café. Et plus sérieusement, je vais te donner une image. Je pense que ça va parler de quelqu'un qui a une boutique, qui ouvre sa boutique le matin. Il lève le store. Le premier truc qu'il fait,
Il regarde sa vitrine si tout va bien. Ensuite, il va ouvrir la caisse et puis il va tranquillement ouvrir son magasin. En fait, je fais la même chose. C'est l'image, je l'ai depuis 10 ans en tête. Le premier truc que je fais le matin, j'ouvre mon ordi, je regarde les chiffres d'audience, je regarde les chiffres de business et j'ouvre mon site internet en regardant la homepage, enfin, ce qui se passe. Donc j'ai ces trois, j'ouvre ma boutique, c'est un peu ça. Et puis voilà, je navigue un peu, je fais un peu de pige, un peu de veille, etc. Ça me prend une demi-heure, mais je regarde un peu tout ça, voir si tout est en ordre et si on peut lancer la journée. Après, bon, je devrais pas dire ça, mais mes équipes me le disent souvent. Je reçois beaucoup de mails. J'ai plus de 3800 mails non lus dans ma boîte mail. Donc effectivement, j'essaie je vais pas dire trier mes mails, c'est pas vrai, je les trie pas, mais je les lis quasiment tous très vite, mais je réponds pas forcément à tout, mais je regarde les points clés business ou problématiques qu'il peut y avoir. Donc voilà, je vais sur les points essentiels un peu chauds du matin. Et puis après, beaucoup l'humain. Donc dès que je suis sur le plateau, en fait, je fais des points avec mes commerciaux et avec le produit quasiment toute la journée. On échange énormément. On parle de voilà de business, comment aller chercher tel annonceur. Est-ce que côté produit, effectivement, on a eu des données qui sont remontées via des questionnaires sur nos lecteurs. Enfin voilà, on essaie de créer une émulation un peu comme vit une régie publicitaire au final. Tout le monde se parle. Et puis après, c'est enchaînement. On lance la journée. C'est des points, des réunions un peu plus classiquement. Mais voilà, beaucoup d'échanges, beaucoup de relations humaines, beaucoup d'échanges entre nous. On essaie de créer une émulation. Ouais. Et en ce moment, quand tu ouvres ta boutique le matin et que tu regardes la caisse, t'as plutôt le sourire ou Pour l'instant, oui, tout va bien. Nous, depuis le début, on connaît une croissance à 2 chiffres. On a cette chance. Euh, donc oui, nous ça va bien côté audience ou business. Et quand je dis business, c'est aussi performance pour nos annonceurs parce que c'est surtout ça finalement le plus important. C'est important effectivement, c'est un produit de diversification que ce soit qu'on gagne de l'argent, hein, c'est évident. Mais le plus important finalement, c'est aussi que l'annonceur s'y retrouve et qu'il y ait un ROI intéressant et en même temps que les audiences progressent parce que si les audiences progressent, c'est que notre contenu plaît. Donc c'est surtout Hmm. ces deux axes-là qui vont permettre effectivement d'être rentable et de gagner de l'argent. Donc oui, plutôt bonne année aussi, toujours en croissance. Après, parisien généraliste, ce qui est génial, c'est qu'on a l'impression, ce sentiment que c'est qu'on peut aller sur toutes les thématiques. Il y a que 2 thématiques qu'on traite pas aujourd'hui, c'est la crypto-monnaie et le CBD. Tout le reste, on le traite. Les meilleures ventes de l'année dernière, enfin depuis plusieurs années, c'est des pommeaux de douche, des arbres à chat, euh, des abonnements. Enfin, on peut aller sur tout, et c'est là où c'est génial parce que on a l'impression que c'est infini. Les guides d'achat vivent beaucoup sur la high-tech. On a Ouais. commencé comme ça, mais on ne vit pas que sur la high-tech. Je crois que la high-tech aujourd'hui, ça doit être 30-35% de business, Mhm. ce qui est assez peu entre guillemets sur les guides d'achat. Et c'est tout le reste. Et notre idée, tu vois, c'est d'aller. Il y a 1 an et demi, on a lancé des sujets croquettes pour chien-chat. On propose des contenus sur les meilleurs sites de rencontres. On va, je l'ai dit, sur les sujets drôles, sur l'intime. Il y a 4-5 ans, c'était impossible. Maintenant, on va sur ces sujets-là. Enfin voilà, ce qui nous amuse, c'est d'aller sur des thématiques. Et ça, c'est vrai, enfin, historiquement, en 6 ans, on n'a jamais reçu un seul message de lecteurs ou même de partenaires ou d'annonceurs qui nous disent qu'on n'est pas légitime sur un sujet. On trouve tout dans le Parisien. Et c'est là où c'est génial. Quand la tech souffre un peu, on va sur d'autres thématiques. Quand c'est l'autre thématique qui souffre un peu, on va sur une autre. Et c'est génial. C'est pour ça que effectivement, on a cette chance d'avoir cette croissance régulière depuis le lancement. Tu l'as mentionné à plusieurs reprises, la force commerciale et le fait de Ouais. parler aux annonceurs, aux plateformes d'affiliation. C'est quelque chose que je constate beaucoup de petits ou de moyens publishers qui font de l'affiliation et du content commerce pensent qu'il s'agit juste de, effectivement, tu te connectes à Affinity, puisqu'on les a cités en intro, tu prends ton lien, tu le poses, et puis ensuite, c'est plié, et, advienne que pourra. Alors que toi, lors de nos différents échanges, tu as vraiment insisté
sur l'importance de l'aspect commercial, business développement. Est-ce que tu veux bien nous en dire plus sur ce point-là? Quelles sont les choses que tu peux négocier ou que tu peux discuter avec des annonceurs? Comment ça se passe une discussion avec un annonceur que tu es au bout du fil? Ouais. Alors déjà en intro, je fais une image. J'aime beaucoup les images. Tu commences à comprendre. Et je trouve ça assez parlant. C'est un avis pur personnel, mais il y a 10 ans, je dis souvent ça d'ailleurs aussi en plénière, pour faire du business, il fallait soit être efficace, donc avoir des dispositifs pertinents, soit avoir un super relationnel, je dis un peu de manière brute, mais être sympa. Mhm. C'était soit l'un, soit l'autre, parfois, bon, l'un ou l'autre. Aujourd'hui, j'en suis convaincu, il faut les deux. On est dans un marché tendu, on le sait, plutôt pour l'actualité, on parle beaucoup mieux que moi, mais voilà, on est dans un marché tendu, matières premières qui augmentent, pouvoir d'achat qui diminue. Enfin, donc, il faut être efficace. Je parlais du ROI en début de podcast. Ben, nous, c'est la même chose. Donc, il faut qu'on ait des dispositifs performants et en plus, il faut qu'on ait ce relationnel qui fait que c'est fluide aussi dans les rapports, que ce soit bien compris, que ce soit qu'on ait très vite compris l'objectif de l'annonceur. Et donc ça, je reviens sur ta question, ça passe que par l'échange humain. Autant tu vas avoir les règles du jeu dans les plateformes, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, combien on va être rémunéré, etc. Mais autant la meilleure manière de mettre en avant un produit, c'est avant tout de parler à celui qui le produit, qui le vend. Et donc c'est pour ça qu'on leur parle aussi. Quand on appelle enfin, n'importe quel annonceur, on essaie de comprendre la vraie valeur ajoutée du produit, comment lui, ses acheteurs considèrent le produit, qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui leur plaît, et donc tout ça pour le retranscrire dans le contenu, pour essayer justement de mettre le produit en avant de la meilleure manière possible. Donc cette relation client au partenariat, c'est vraiment la relation partenariat, c'est déjà ça. Et après, on est aussi des êtres humains, on est beaucoup de temps au boulot. Euh, on peut aussi parfois, quand il y a des points de blocage, ça arrive, et ben c'est pas un mail qui va résoudre facilement ça. Moi, je suis plutôt de la génération de me dire non mais appelons-nous parce que un appel, une rencontre, voyons-nous, ça peut déverrouiller énormément de choses et à 100%, c'est une sortie positive. Donc voilà, la relation humaine, elle est clé. Donc moi, j'incite beaucoup mes équipes aussi à aller voir le terrain, enfin aller sur le terrain, se renseigner, se cultiver, s'informer et à discuter beaucoup pour comprendre tout ça. Donc voilà, la force commerciale pour moi c'est clé et elle a été récompensée d'ailleurs dans l'Observatoire du Content to Commerce parce qu'on a cherché aussi des réponses à savoir si ce qu'on faisait c'était bien et bon promis on a soudoyé personne mais ils nous ont nos annonceurs ou partenaires agences ont noté l'équipe commerciale du Parisien à plus de 9 sur 10 en disant qu'on était souvent très arrangeant, très disponible et ouais, on fait du business, mais on est aussi là enfin, pour prendre du plaisir, quoi. Pas là enfin voilà, pour avoir des relations difficiles. C'est aussi un boulot hyper agréable, quoi. On s'amuse beaucoup et voilà, le relationnel fait aussi partie enfin, intégrante et importante du job, quoi. Donc voilà, je conseillerais à ces petits dont tu parles. Ce qui est sûr, c'est que s'ils veulent aller loin, grossir, il faut aussi une équipe costaud derrière. Et en termes de négociation commerciale, quand tu arrives avec ta carte de visite, le Parisien, est-ce que ça t'ouvre des portes directement pour négocier un meilleur deal d'affiliation ou pour dire, bah, désolé, mais pour être sur le Parisien, il faut de la perf plus du frais fixe. Comment ça se passe? Est-ce que vous négociez des bonus? Est-ce que vous négociez certaines choses que les acteurs plus petits qui font moins de volume ne peuvent pas négocier? Alors déjà, c'est la base de la discussion, enfin la première approche, ça reste de la performance. Donc, si on a déjà dégénéré de la performance, effectivement, ça peut aider à se dire bah, comment on fait pour aller encore plus loin. Mais voilà, je le redis souvent, c'est de la performance. Donc, s'il n'y a pas de performance, que tu t'appelles Le Parisien ou d'autres sites, s'il n'y a pas de performance, bah, il n'y a pas de business. Ça, c'est clair. Donc déjà, ça, c'est un premier point.
il faut générer de la performance. Donc ça passe par soit un premier test, soit nous on accepte de tester des contenus, tester des thématiques, des mots-clés. On regarde comment ça réagit et puis dès que ça bouge un peu et qu'on voit qu'on a généré de la vente, on contacte l'annonceur. Ça c'est la première manière de faire. Et après la deuxième, tu l'as dit, effectivement le Parisien tout le monde connaît, c'est aussi une chance. Et comme maintenant on est quand même très très bien installé et que on est là depuis 7-8 ans, comme je le disais. Les agences nous connaissent maintenant très bien. Les annonceurs commencent à nous connaître. Toi, tu vois, on se connaissait pas. Tu m'as dit, j'ai entendu parler du Parisien. Comme toi, en fait, des annonceurs nous appellent, nous disent, voilà, on sait que vous faites du content, ça a l'air de bien marcher. J'ai vu des concurrents qui font des choses bien chez vous. Comment on peut travailler ensemble? Donc voilà, il y a vraiment les deux axes. Et après, ce qu'on peut négocier, c'est sur le content, quasiment tout le monde aujourd'hui demande du bonus parce que le contenu ça coûte assez cher, hein, c'est beaucoup de temps, c'est de la rédaction, on est en haut de funnel, donc ça se valorise. Et puis effectivement, tu as aussi une caution de marque assez forte. Donc tout ça a une valeur. Donc il y a toujours des mix frais fixes plus commission. D'accord. Les... Vous produisez différents types de contenus, soit des bons plans, soit des tests. Quels sont ceux qui amènent le plus de perf aujourd'hui? Est-ce que vous avez catégorisé ces Ouais, performances? oui. Alors en fait, il y a réellement trois types de contenus. Le premier, le bon plan. Le deuxième, plutôt le contenu froid, search. Donc c'est des contenus plutôt de ranking, les meilleurs, les tops, qui ont une durée de vie assez longue. Et après, le troisième type de produit qui a maintenant un peu plus d'1 an, c'est vraiment les tests produits. Donc les tests produits, je m'arrête un peu dessus, mais effectivement, on reçoit le produit, on le teste, on le tord, on le prend en photo, enfin, et on fait des contenus premium, toujours en étant le plus juste possible. Ça veut dire que par exemple, quand on teste un produit, on va à la fois mettre les côtés positifs, mais c'est important aussi d'être juste, donc de mettre aussi les côtés négatifs. Donc un produit très cher, très efficace, mais très cher. On va dire qu'il est très efficace, très beau, dans les points positifs. Et dans les points négatifs, on va dire, prix assez élevé. Voilà. C'est une manière d'être juste et de dire la vérité, en fait, à nos lecteurs. Donc voilà, c'est un positionnement assez clair de notre côté. Et après, alors j'ai oublié ta question. C'était oui, en termes de performance, en fait, Oui. c'est pas les mêmes enjeux. Par exemple, le bon plan, c'est plutôt pour faire de la vente flash, donc c'est plutôt du temps Black Friday solde. Mhm. C'est générer de la conversion sur un court temps. Ok. Après, le froid, c'est plutôt le contenu froid un peu plus long avec du ranking, c'est plutôt générer du revenu sur la longueur, dans le temps, et se positionner sur un marché, soit face à un autre, soit tout seul en disant voilà, le meilleur aspirateur, c'est celui-ci, et puis on parle effectivement de l'annonceur. Ça, c'est plutôt du temps un peu plus lent. Et le test produit, c'est autre chose. Le test produit, c'est plutôt de la caution, de la réassurance. Voilà, le Parisien a tordu le produit, l'a testé et a mis son cachet, sa caution. Le Parisien guide d'achat. Et on voit que ce type de produit, ça marche bien lorsqu'on a des marques qui veulent s'implanter sur le marché français ou européen. Des marques pas très connues qui nous disent voilà, c'est une manière de rentrer sur le marché en testant le produit. Donc c'est plutôt de la notoriété, toujours avec cette notion de performance, mais bon, surtout de notoriété. Donc chaque produit a un objectif de perf différent, et c'est là où je reviens à ta question d'avant, c'est là où il faut parler à l'annonceur. Bien connaître son objectif pour proposer le meilleur dispositif possible. J'ai vu justement sur votre guide shopping le Parisien un test d'un bureau assis debout FlexiSpot que j'ai également chez moi. Et j'ai vu que vous avez publié un avis, vous avez tordu le produit avec vos propres photos, etc. Est-ce que ça vous est déjà arrivé Déjà, on vous les envoie, les produits, vous les achetez vous-même? Comment ça se passe? Non, non, enfin ça dépend, mais on nous les envoie après, qu'on les achète ou qu'on les prête, ça dépend. Ça D'accord. dépend. Donc, une fois que vous avez testé le produit, est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas publier un test produit parce que vous vous dites finalement ce produit il est bidon et encore une fois ça a le potentiel
de détruire ou d'abîmer la confiance que vous avez avec votre audience, ou est-ce que tous les tests, comme par hasard, les produits sont géniaux et il n'y a que des points positifs? Non, alors justement, il n'y a pas que des points positifs. C'est un peu ce que je te disais avant. Tous les produits sont pas géniaux. Clairement, enfin, je reste, c'est vraiment notre truc de se dire, faut être juste. Donc, je l'ai dit sur le prix juste avant. Mhm. Quand un produit est cher, il faut dire que le produit est cher. C'est aussi simple que ça. On va pas dire que comme je disais sur la PlayStation, c'est pas un bon plan si le prix est 2 fois plus cher. Donc, on dit le prix est assez élevé, mais à côté, il a des qualités. Donc, voilà. Après, de se dire, non, ça nous est pas arrivé, en tout cas, de tester un produit et de se dire, on le publie pas parce que c'est de la camelote, parce que bon, déjà on a quand même maintenant un peu de background, donc on connaît quand même plutôt bien les annonceurs. On travaille pas avec n'importe quel annonceur. Tu vois, on a cité un tout à l'heure, effectivement, c'est des produits de qualité, solides. Enfin voilà, on sait qu'il y a quand même une base de produits qui est quand même assez Mhm. cool. On a travaillé avec Dyson. Bon, Dyson, tout le Ouais. monde sait que les produits sont quand même de super qualité. On travaille avec des robots aspirateurs. Euh, Roborock, Ecovac, Dreamy, enfin voilà, c'est quand même des robots hyper quali, donc on fait pas une sélection, mais on sait à peu près à quoi s'attendre aussi quand on reçoit les produits. Et après, il y a aussi notre expérience personnelle qui rentre dedans. Moi, à titre perso, je suis un fou furieux de robots, aspirateur, tondeuse, enfin, voilà, j'adore ce type de produit, donc je connais aussi les marques Mhm. qui sont bien. Et d'ailleurs, c'est une des forces dans les BizDev dont je te parlais tout à l'heure. Chacun à sa compétence ou sa force. J'ai quelqu'un qui est enfin, qui adore voyager. Donc, typiquement, naturellement, on lui donne cette problématique de voyage, cette réflexion de voyage, parce que voilà, j'ai quelqu'un qui adore le sport, qui est plutôt sur le sport. J'ai quelqu'un qui adore la cosmétique, pareil, qui est sur le cosmétique, et quelqu'un qui est un peu plus IA, nouvelle techno et néobanque. Il a plutôt cette, voilà. Donc, on a aussi ce côté un peu perso qui se dit voilà, je connais un peu le produit, je sais où je mets les pieds, donc on n'a pas eu de mauvaise surprise pour l'instant. Mais très honnêtement, on pourrait ne pas le publier hein, en vrai. Mhm. Ça nous est arrivé d'avoir un annonceur, une thématique qu'on traite pas non plus, par exemple les brûle-graisses. Brûle-graisse, c'est un sujet, on sait que les sujets pharmaceutiques, on regarde un peu ce qui se passe, mais effectivement on limite assez les dispositifs dessus. Et j'ai un annonceur il y a quelques temps qui nous appelle, qui nous dit voilà, j'ai un budget intéressant pour le coup. J'aimerais mettre en avant les produits. On regarde et on se dit bon, pas trop quoi. L'annonceur revient, il double le budget. C'est une histoire vraie ce que je te raconte. Hein. Et on dit non, bah pas trop, pas trop. Même si on tend l'oreille, on est une entité business, on tend l'oreille. Et puis il revient et là il fait un peu all-in en me disant voilà, j'ai un très très gros budget pour. Et ben la réponse a été la même. On n'a pas pris le budget, on l'a pas fait parce que même si on est une équipe business, on, on veut toujours garder ce côté lecteur et tu as parlé de crédibilité. On a une super réputation, comme tu l'as dit, sur le marché. Ça marche aussi parce que on accepte parfois de pas collaborer avec des produits qu'on sent pas quoi. Comment vous améliorez les résultats? Parce que j'imagine qu'une fois qu'un un contenu est publié, quel que soit le type de contenu, toi, tu regardes énormément les stats. D'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir si vous avez votre propre outil interne pour traquer ou si vous utilisez une techno comme Affilies ou. Enfin, c'est une question dans la question, excuse-moi, je vais Non, non, reformuler. t'inquiète. Donc, comment tu fais pour optimiser les résultats et peut-être pour apprendre des contenus, parce que vous publiez quand même pas mal de contenus, vous avez beaucoup de deals, etc. C'est un enfer en fait de suivre les performances de. C'est pas simple. C'est vrai que c'est pas simple. Bon, dans les outils, c'est des outils analytiques d'audience classiquement. Après, tu as parlé d'un outil Affilies. Ça peut, mais aujourd'hui, c'est pas la majorité. En fait, l'information la plus importante, c'est surtout celle qui est dans les plateformes d'affiliation. Après, il y a un sujet de consolidation pour aller plus vite, ça c'est vrai. Mais l'information, elle est surtout dans les plateformes dont c'est le rôle aussi hein, d'être tiers, de confiance et d'apporter la techno. Donc on regarde beaucoup les plateformes. Et après, comment on sait si ça fonctionne ou pas et comment l'ajuster? Il y a 2 axes. Le premier, c'est qu'on a un historique. En fait, on est là depuis très longtemps. Donc parfois,
J'ai un exemple d'une chaîne de télé, diffuseur de sport qui s'appelait Téléfoot. Et tu vas comprendre pourquoi, qui était adossé à une plateforme d'affiliation, avec qui on travaillait très bien sur le Classico. Donc, ça faisait des années qu'on traitait le Classico. On sait comment traiter les papiers. On est une rédaction qui suit le PSG. On a des fans du PSG, donc on sait exactement comment générer de la perte. Et 48 heures avant le Classico, ils venaient de lancer la chaîne il y a un mois avant le Classico. On signe un deal avec eux et on lance le dispositif, franchement un peu à l'arrache, disons-le. Mais nous, on était tellement en confiance, on savait ce qui se passait. On savait comment générer de la perf. Et on voit un papier d'audience qui explose dans la veille ou le matin même du match. Et on regarde sur la plateforme et on voit 0 conversion. Et là, on se dit, il y a un truc qui est pas normal. Tout l'historique qu'on a, on sait qu'on doit avoir des taux de conversion d'un niveau qui n'est pas du tout ça. Et là, 0. Bon, bah là, clairement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre carte bleue, on achète un abonnement, on regarde si ça remonte pas. Donc en même temps, enfin, on leur envoie beaucoup de trafic, hein. On gagne 0 dessus, on leur envoie un max de trafic, des milliers de personnes qui vont s'abonner, et nous, on touche peanuts. Et ben là, c'est appeler tout de suite l'annonceur à la plateforme, leur dire, en fait, on vous apporte plus qu'un contenu et plus que de la peur. On est en train de vous dire que là, il y a un problème de tracking et que ça ne marche pas. Et ben, effectivement, ils ont identifié ce problème-là, ils l'ont rechangé dans l'heure qui a suivi. Et derrière, ils ont redéployé sur tout le marché. Ils avaient déployé plein de contenus sur le marché et ils ont changé ce modèle de tracking. Et donc, ça fait aussi partie de notre philosophie de se dire, il faut bien suivre les perfs. On a un historique, on maîtrise bien notre sujet et en plus, on connaît bien les clients, on a ce relationnel. Et grâce, entre guillemets, à ça, ils ont corrigé un bug sur le marché, en fait, qui n'était pas que chez nous, qui était global. Donc voilà, bien suivre dans les plateformes, c'est aussi important. Et après, nos leviers, nous, on fonctionne beaucoup en vase clos, on fait beaucoup d'organique, donc beaucoup de liens entre nos papiers, beaucoup de maillage, et c'est quasiment que du trafic organique d'ailleurs chez nous. Voilà. Je sais que on va être peut-être un peu limité sur le temps. On a encore différents sujets. Est-ce que tu souhaites aborder la brique code promo? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées dernièrement? Ou est-ce que tu souhaites passer au prochain sujet? Non, alors 1 minute sur le code promo, toujours la même philosophie, on fait en interne. Depuis 3-4 ans maintenant, on a tout développé en interne. Avant, on avait un partenaire tiers avec qui on a arrêté la collaboration il y a 3 ans et demi maintenant. On a tout développé en interne. Donc, on est assez fiers pour le coup parce qu'on sait qu'il y a eu un strike assez fort sur des médias qui pouvaient travailler avec des tiers, des technotiers. Nous, le strike, pour le coup, on l'a pas du tout subi, voire au contraire, on a plutôt eu un gap d'audience. Et on pense, parce que c'est toujours avec des pincettes, mais on pense que à partir du moment où on a un produit légitime, tu vois, on a une brique code promo qui est proche du guide d'achat et du Parisien, le Parisien parle du pouvoir d'achat, on apporte un service proche du pouvoir d'achat. Donc on est légitime sur ce sujet-là. On maîtrise la techno, tout le code est chez nous. Et le code promo, la verticale code promo est hébergée sur leparisien.fr. On maîtrise toute la chaîne. On pense que du coup, le fait de respecter bien, entre guillemets, toute cette règle et d'avoir un produit cohérent dont on a la maîtrise, ça paye. Et ça semble se confirmer avec la partie code promo. Donc aujourd'hui, on est encore assez petit sur le code promo, on le sait, on l'assume, mais ça a le mérite d'exister. Et on est plutôt en croissance, pareil à 2 chiffres, avec un produit qui est plutôt quali et sur lequel on a la main. Et en plus, on apprend beaucoup en dev dessus, donc c'est assez chouette. Ouais. Est-ce que vous faites des ponts parfois entre le content commerce et le code promo? S'il y a un bon plan et tu dis en plus vous pouvez cumuler avec un Un code promo? petit peu, pas trop aujourd'hui parce qu'on n'est pas sur le même produit, c'est pas les mêmes niveaux de funnel. Le code promo, c'est plutôt une fin d'achat, alors que le content commerce, c'est plutôt un haut de funnel. Donc c'est D'accord. plutôt un complément, mais les deux vivent à côté puisque ce ne sont pas les mêmes lecteurs en fait, enfin les mêmes Mhm. internautes. Alors j'avais tout un pavé sur la critique du modèle content commerce, mais finalement on l'a abordé de manière naturelle au travers des différentes autres parties, sur la défiance qu'on peut avoir des guides d'achat Mhm. reliés encore une fois
aux médias généralistes d'actu. Mais tu as donné l'exemple de la PS5, du Progress, etc. Donc on sent qu'il y a vraiment une volonté chez le Parisien Shopping de respecter l'engagement que vous avez avec votre audience, les internautes. J'aimerais juste savoir si je pense déjà connaître la réponse, mais le Parisien bleu, donc le Parisien média, le Parisien guide shopping, c'est vraiment très cloisonné. Est-ce que vous avez des échanges avec la rédaction du Parisien? Oui, bah, c'est marrant parce qu'avant que tu poses ta question, j'allais exactement aller là-dessus. Euh, En fait, pour que ça fonctionne, il faut que les zones de jeu soient claires. Quand je dis zone de jeu, c'est effectivement quel est le rôle d'un journaliste du Parisien, quel est notre rôle, nous, sur le guide d'achat. Donc, bien définir le contour et les règles du jeu, c'est indispensable. Et j'ajoute d'ailleurs un troisième acteur qui est la régie publicitaire. Comme je te le Mm. disais, comment arriver à bien travailler avec le triptyque en interne. Donc, pour ça, c'est définir effectivement euh, sur nos contenus, de se dire que parfois accepter que la rédaction, avec son indépendance, critique peut-être un annonceur, ça arrive, c'est la partie actualité. Et nous, à côté, on va pouvoir le traiter aussi d'une manière guide d'achat dans le guide d'achat. Et en fait, le parallèle se fait, pour le coup, plutôt très bien chez nous. Ça veut dire que chacun se regarde, chacun est de son côté, tant que on respecte les règles qui ont été fixées au début entre nous, ça fonctionne. Et c'est même beaucoup plus ouvert aujourd'hui parce que parfois on a des personnes de la rédaction qui sont contactées pour des mises en avant en disant j'aimerais bien que vous parliez dans le Parisien de ce produit. Et là où c'est génial, c'est que le journaliste, soit il décide de le faire, soit il décide de pas le faire. Et puis s'il décide de pas le faire parce que c'est pas le sujet du moment qu'il veut traiter, et ben il nous met en relation avec l'annonceur et on le traite de manière différente dans le guide d'achat. Donc parfois la rédaction nous apporte aussi du business et je trouve ça génial parce que ça veut dire euh, que c'est accepté, tu vois, par tout le monde. Mm. La rédaction sait ce qu'on fait, ils savent que ça marche bien, ils savent que ça a un intérêt, ils savent que c'est un métier différent du nôtre. Et nous, on essaye de pas aller sur des thématiques trop journalistiques aussi. Et franchement, pour le coup, on a une rédaction hyper forte chez nous. Si un jour il y a un sujet, je vais pas dire ils nous ratent pas, mais ils nous le disent et voilà, on le sait très vite. Mais franchement, ça, voilà, je vends pas ma paroisse, mais franchement, ça se passe vraiment bien pour nous. Mais ça se passe bien parce que chacun est dans sa ligne de course, quoi. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est pas du tout le retour que j'ai de mes différents échanges avec les groupes médias qui ont des rédactions. Généralement, les rédactions, ils veulent absolument pas entendre parler de régie pub ou de business et d'affiliation. C'est vraiment, pour eux, c'est rédhibitoire. Donc, je trouve ça intéressant, cette position que tu viens de partager. C'est dû à quoi, à ton avis? C'est parce qu'encore une fois, ils savent très bien que vous n'allez pas franchir la ligne et que c'est un respect mutuel ou c'est que c'est une culture d'entreprise C'est, en vrai, je pense qu'il y a culture d'entreprise au Parisien, vraiment, pour le coup. On sait qu'on a besoin aussi de faire de la diversification, donc en fait, c'est accepté de manière assez naturelle. Et après, ça c'est plus pour ma casquette moi perso, c'est aussi ce que j'essaie d'impulser. Moi, j'ai bossé dans les trois équipes. En fait, j'ai bossé en rédac, j'ai bossé en rédac sport, au Parisien et chez Canal. J'ai bossé en régie publicitaire, dans des régies publicitaires qui sont voilà des vraies grosses régies où il faut aller chercher le business. Et je travaille aujourd'hui côté éditeur. Donc j'ai un peu les trois casquettes. Je sais ce qui peut gêner une des parties, ce qui peut être accepté par une des parties, et je sais aussi que chacune des parties a besoin d'un périmètre pour vivre correctement. Donc, quand j'amène un projet ou que voilà, je vais demander à la rédaction si on peut mettre en avant un peu cet annonceur-là, même au sein de contenu, parfois ça peut nous arriver de leur contenu, ou côté régie publicitaire, lorsque je fais des rendez-vous avec la régie, j'ai cet axe-là. Et sur la partie rendez-vous régie d'ailleurs, on a souvent des annonceurs qui nous disent, ce qui est cool chez vous, c'est que vous avez l'éditeur, donc moi ou mon équipe, et la régie est aux mêmes réunions. Généralement,
c'est pas trop naturel. Mmh. Et nous, enfin, ça marche bien, quoi. Ça marche bien. Il y a un vrai lien qui s'est créé. Ça peut être instable parfois, mais en vrai, ouais, le combo éditeur régie et éditeur rédac, franchement, c'est OK. Et c'est pour ça que ça marche. Je serais parti depuis longtemps, très honnêtement, si ça coinçait, parce que le business peut pas marcher s'il n'y a pas ce triptyque. Mmh. Très clair. Tu parlais de diversification. J'imagine que le Parisien Shopping, vous avez quand même une très forte dépendance au SEO. Est-ce que tu peux d'ailleurs partager quelques chiffres sur le pourcentage peut-être des internautes qui vous trouvent via le SEO versus le trafic direct, versus peut-être d'autres mécaniques que vous avez pour l'acquisition de trafic? Ouais. Alors déjà, nous, on fait que du trafic organique. Ça, faut le savoir. On fait aucune acquisition externe. Voilà. On pense que, comme je disais, on est centré sur nos lecteurs. Donc nos lecteurs, naturellement, ils sont chez nous. Après, effectivement, on a quand même quelques leviers. Par exemple, des leviers intéressants au-delà du SEO plus classique, du type la newsletter. On a une newsletter, on a plus de 150 000 inscrits. On la shoot 2 fois par semaine. Et ça, on sait qu'elle est assez appréciée, très cliquée. Donc ça en fait partie. Après, on a une brique qu'on est en train de développer, donc plutôt réseau social influence aussi. Euh, Là, qui est aussi notre source de trafic. Et puis, on parlait juste avant de cette acceptation en considérant que le guide d'achat est une vraie verticale. Notre verticale a une tranche en HP du Parisien et pas une tranche servicielle, sponsored ou autre, une tranche guide d'achat. Mmh. On est visible en page du Parisien toute l'année. On a des liens dans le menu burger du Parisien aussi, guide d'achat, juste à côté de l'onglet vidéo. Vidéo, on est très très fort au Parisien, c'est un vrai sujet. On est juste à côté. Donc ça marche aussi parce qu'on a accepté. Et donc le trafic, il vient évidemment des moteurs euh, Discover, Google Actu, Search, mais aussi beaucoup plus aujourd'hui du maillage en interne et de gens qui ont pris le réflexe de venir. Dans l'étude de Content to Commerce, il y a un élément qu'on a trouvé important, c'est que la plupart de nos internautes reviennent au moins 2 fois par semaine. Donc ça devient un réflexe de se dire, voilà, cherche un bon plan, la dernière fois ça s'est bien passé, j'étais content de mon achat, et ils reviennent 2 fois par semaine. Normalement, c'est plutôt enfin tu vois, du one shot, et puis ils reviennent pas. Non, nous, ils reviennent 2 fois par semaine, minimum. Donc ça montre qu'il y a un truc qui s'est instauré. Donc qui est plutôt cool et qui est plutôt rassurant pour nous, parce que ça plaît et les gens viennent de plus en plus naturellement chez nous. Donc voilà, je t'ai donné un peu les différents axes de trafic. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur l'influence? Comment ça se passe? Vous contactez des influenceurs, par exemple, un influenceur beauté, un influenceur sport, un influenceur cuisine, et vous lui dites, tiens, voilà un produit à tester, et ensuite le contenu est en forme de licence chez vous. Comment ça se passe concrètement? Alors aujourd'hui, on a des réseaux sociaux, bon, on a principalement Facebook, mais qui a juste enfin, l'objectif aujourd'hui de republier des contenus. Maintenant, on va aller plus loin. Donc sur l'influence, on l'a annoncé lors de l'observatoire. On veut créer une vraie offre d'influence, donc Insta, YouTube, TikTok. Mais avant de se lancer, on aime bien tout maîtriser, tu l'as compris. On veut pas ouvrir des chaînes et se dire ensuite qu'est-ce qu'on va publier dessus. On veut plutôt comprendre comment ça marche, s'adosser à des influenceurs, des égéries. On en a déjà quelques-uns qui commencent à nous faire confiance. Donc travailler avec voilà, des égéries qui représentent bien la marque et qui sont dans l'ADN du Parisien. Et puis, on commence à s'approcher aussi des annonceurs qui nous disent, voilà, ça marche bien sur Content to Commerce. Est-ce qu'on peut travailler ensemble une offre influence? Donc, on quadrille le périmètre et on va lancer une offre sur les 3 plateformes en septembre. Mais voilà, on veut pas juste se lancer pour dire on est ouvert. Se lancer sur les réseaux sociaux, c'est pas j'ouvre une chaîne puis on voit ce qui se passe. On veut vraiment bien travailler le truc pour que quand on se lance, on ait des annonceurs qui nous fassent confiance, des belles égéries et des comptes qui progressent très vite. Voilà, c'est plutôt notre modèle. Donc, pour répondre à ta question, l'influence, on travaille dessus et on essaie
viser une sortie en septembre. Comment tu vois on a beaucoup parlé donc de la jeunesse du projet, de aujourd'hui concrètement comment ça se passe dans ton organisation. Mhm. Comment tu vois demain face notamment, ton point de vue m'intéresse par rapport aux récentes annonces de Google pour AI Overviews et iMode. Il y a beaucoup de publishers qui quand même là sont en panique totale et se disent c'est fini le trafic sur nos sites. Vous êtes quand même dépendant du SEO pour générer une bonne partie de votre business, même si vous avez d'autres leviers comme tu viens de le présenter. Comment tu vois le futur là? Tu penses vraiment que les gens demain, ils vont aller sur le Parisien Shopping ou sur Google.fr taper meilleur aspirateur robot quand les IA elles vont faire beau à votre place en fait? Alors déjà, je sais que t'as vu Clément, t'as reçu Clément il y a pas longtemps. J'ai écouté le podcast. Je pense que c'est un super profil pour parler de ça parce Ouais. qu'il est passionné, il s'intéresse à ça, il a sa casquette CPA en plus, donc Mhm. euh, voilà, c'est une petite joke, mais c'est un super profil pour parler de ça. Nous, notre position là-dessus, donc on est direction numérique. Donc, évidemment, on regarde ce qui se passe, on regarde les IA, on regarde Google Shopping, on regarde tout ça. Maintenant, c'est plus global, c'est pas que le guide d'achat, c'est le Parisien en général. Mhm. Donc finalement, le guide d'achat, ce sera une conséquence de ce qui va se passer aussi sur le Parisien. Donc notre position là-dessus, c'est plutôt d'essayer de comprendre les règles du jeu d'un marché qui évolue. T'as dit les éditeurs sont en panique. Nous, alors, il faut pas être en panique pour le coup parce que paniquer, ça n'a jamais fait avancer l'histoire, tu vois. Donc on est plutôt attentif, vigilant, on s'informe, on se rapproche des entités, hein, de Google, des réseaux sociaux, on discute à tout le monde, on discute avec aussi le CPA, on regarde les actions qui sont en place. Mais avant de paniquer ou de changer de modèle, il faut surtout comprendre. Comprendre. Donc je trouve qu'on est à titre perso encore dans cette phase-là de, de compréhension. On regarde aussi ce qui se passe sur les marchés étrangers. On parlait du strike des codes promo. C'est pas une surprise. Ça s'est passé dans les autres pays européens et aux États-Unis. Donc on regarde ce qui se passe aussi chez les autres. Et après, notre rôle, ce sera, je pense, à terme s'il y a vraiment un risque majeur voilà, d'éteindre la lumière sur les médias en France, généralement, il y a une association qui se met en place, tu vois. Dans quel cadre, je sais pas, mais il y aura forcément une alliance, une association pour défendre la valeur du contenu. Et après, pour répondre à ta question, en disant, est-ce que tu penses que les IA iront chercher juste les meilleurs aspirateurs sans aller sur le guide d'achat? Et ben c'est là où on revient au sujet de départ, ça fait une boucle bouclée. C'est la force du Parisien. C'est là où on mettra en fait en avant la caution. Est-ce que toi, demain, tu iras effectivement interroger une IA ou acheter sans avoir eu un conseil, entre guillemets, avec un avis certifié? Je pense que quand tu vas sur des plateformes e-commerçants, tu regardes les avis, puis très vite, tu regardes si c'est des vrais avis, tu vois? Quand tu cherches un conseil, même à titre perso, avec des potes qui veulent te conseiller un film, bah, je pense que tu vas plutôt aller interroger et faire confiance à celui qui va 3 fois au cinéma par semaine que celui qui est pas du tout film et qui va une fois par an. Et bah, c'est la même chose. Le Parisien, on est en proche de nos lecteurs, donc on pense aussi et on le voit aujourd'hui avec des annonceurs qui nous demandent de mettre carrément des awards. Le Parisien cautionne ce produit, on nous le demande. Donc on est sûr que demain, bah, la valeur de leur marque va aussi reprendre son importance, sous réserve qu'elle soit visible. C'est surtout une question de visibilité. Donc, voilà, je pense que la force de la marque a encore de beaux jours devant elle. Écoute, j'espère. C'est un discours que je partageais il y a encore quelques semaines ou mois, mais de plus en plus, je me dis que les gens, en fait, franchement, pour choisir leur prochain matelas aspirateur robot, arbre à chat, peu importe, ils iront sur les IA et ils feront plus confiance à l'IA plutôt qu'aux éditeurs, parce qu'en fait, les éditeurs, et je m'inclus dedans, hein, quand j'étais éditeur, on a tous trop abusé. Je comprends que chez Le Parisien, vous faites les choses différemment, mais
la majorité des éditeurs ont trop abusé avec l'affiliation, ont publié n'importe quoi. Il n'y a eu plus aucune confiance sur la majorité des contenus publiés. Les gens sont pas fous. Maintenant, ils comprennent que tu vois, le top 10 des aspirateurs robots, la plupart des sites qui consultaient, c'était complètement bidon. Les gens n'avaient jamais reçu les aspirateurs robots pour le tester ou quoi que ce soit. Encore une fois, je mets de côté le Parisien, puisque tu nous as Ouais, présenté bien pendant sûr, bien plus sûr. d'une heure que vous faites les choses différemment. Mais je pense vraiment que les gens, tu vois, le discours de se dire non, mais les gens, ils auront besoin du contact humain, etc. Oui, je suis d'accord, mais à terme, je pense que ça va être de moins en moins le cas. Et il y aura peut-être des IA spécialisées, tu vois. Il y aura peut-être l'IA, le Parisien Shopping, avec un chatbot, recommande-moi, tu vois, Bien pour ta sûr. partie produit. Je pense que ce sont des concepts intéressants. Euh, alors oui, effectivement, j'ai utilisé le mot panique. C'est jamais bien de paniquer, mais dans les discussions que j'ai, quand même, il y a quand même pas mal d'éditeurs et dans ce que je peux lire, notamment sur la presse étrangère et ce qui se passe aux États-Unis, il y a Mhm. quand même pas mal de personnes qui font de l'affiliation et qui là, bon, bah, sont un peu en remise en question. Mais bon, de Tu- toute façon, il faut s'adapter, comme tu l'as très bien expliqué. Ce que tu dis, on le voit parfois sur des annonceurs, tu vois, qui font du content to commerce. Donc autant ils nous appellent plutôt les premiers pour en faire, autant lorsqu'ils ont des restrictions budgétaires, ils nous enlèvent aussi en dernier. D'accord? Donc quand il n'y a plus assez de budget pour faire du généraliste, généralement le Parisien est toujours, pas dans tous les 100% des cas, mais très souvent quand même celui qui conserve aussi pour cette caution de marque. Donc moi je reste persuadé qu'en fait le jour où coup de enfin si, parce qu'on n'est pas sûr, mais si un jour il y a un coup de sifflet final, euh, peut-être que le dernier entre guillemets à sortir la tête de l'eau et qu'on aura peut-être un peu plus de temps, j'ose espérer que ce soit nous. Et l'exemple des codes promo, en fait, l'a très bien montré. Pour beaucoup de généralistes, c'était extinction des lumières Mm. et c'est passé. Enfin, il se passait plus rien, c'était zéro. Encéphalogramme plat, zéro. Et pas nous. Donc je me dis qu'en gardant cette ligne, si un jour ça doit s'arrêter, ben, écoute, on trouvera autre chose. Mais je pense qu'on sera les derniers. À partir du moment où on garde cette ligne que je t'ai exposée pendant une heure, Ouais, plus d'une heure, je pense que ça nous aidera quand même à toujours garder un peu la tête en dehors de l'eau. très clair. Dernier sujet, peut-être avant de clôturer, c'est l'intégration avec Paris Match, le groupe Les Échos, le Parisien. Mhm. Qu'est-ce que tu peux nous dévoiler ou nous expliquer sur ce partenariat? Ouais, bah en quelques mots, donc effectivement, Paris Match a été racheté il y a quelques mois par le groupe. Euh, et donc ils avaient historiquement un guide d'achat aussi. Et de manière assez naturelle, un peu comme toi, vous avez entendu parler de nous, et bah nous ont appelé, les équipes Paris Match nous ont appelé pour nous demander si ça nous intéressait de travailler avec eux pour répliquer et appliquer des bonnes pratiques, ce qu'on a fait évidemment, enfin avec plaisir. Et voilà, donc on travaille sur le développement aussi de cette partie-là. Ça répond à une problématique chez nous qui est de se dire comment on alimente notre curiosité interminable. Et bah Paris Match, c'est une cible différente. C'est une cible différente. CSP+, femmes actives. Et donc là, on essaie de se dire, bah on commence à travailler par exemple avec des marques de mode beauté euh, qui voulaient pas forcément venir sur le Parisien pour cette notion de caution et de positionnement de marque, même si on faisait de la performance, hein, et qui nous ont dit ah bah ok Paris Match c'est ok parce que je sais que vous savez faire de la perf et en plus maintenant il y a une image de marque qui nous plaît plus, qui est plus en adéquation avec notre cible. Donc ouais ça se passe très bien et c'est un nouveau levier. On va sur voilà je t'ai dit mode beauté. Euh, donc voilà, encore pas mal de choses à découvrir, mais les premiers signaux sont très bons, donc on est très content. Très cool. Dernière petite question, tu as pas mal parlé produits et ça c'est un sujet que finalement y penser comme ça, je ne l'aborde pas assez, mais c'est assez passionnant de concevoir effectivement quelles sont les pistes d'amélioration d'un site pour augmenter les performances ou même pour rendre l'UX plus intéressant pour les utilisateurs, etc. Euh, Est-ce qu'il y a un outil ou une techno
que tu rêves d'avoir là pour faire ton boulot aujourd'hui, mais qui n'existe pas encore. Peut-être qu'il y a une techno même que tu pousses pour ton équipe dev et qui est, qui est dans les cartons, ou un truc vraiment tu te dis ah, ça nous faciliterait vachement la vie. Bah, dans les process et autres, nous, on s'est pas mal processé. Déjà, comme j'ai dit, on a commencé à deux. Donc, au début, on gérait tout avec, avec mon binôme de l'époque. Et au fur et à mesure, on s'est organisé. Donc déjà, on s'est doté, par exemple, d'outils CRM. C'est des choses bêtes, mais quand tu as 10, 20 annonceurs à gérer, ça va. Quand on a quasiment 200, Hmm. déjà, voilà, c'est des petites choses simples, mais qui viennent d'être mises en place. Donc oui, dès que le marché devient assez gros, plutôt CRM. Après, outils, non, mais dans les autres projets, dans les cartons, on nous demande beaucoup de compléments de perf sur une brique comparateur. Donc comparateur, on avait un acteur avec qui on travaillait, mais exactement comme pour la partie code promo, à un moment on s'est dit bon, bah, on le met dans la roadmap et puis on va le faire nous-mêmes. Donc là, ça, on travaille dessus aussi. C'est plutôt prévu pour 4. Donc le produit là que je voudrais avoir très vite, c'est plutôt un beau comparateur avec des tableaux qui comparent effectivement des données techniques et puis euh, et puis qui sont accessibles assez vite pour apporter un complément à notre contenu. Donc c'est plutôt ça. Voilà. Et après, effectivement, le développement produit, bah, c'est le boulot de notre squad. On a une PM qui fait beaucoup de veille, qui se renseigne beaucoup, qui est curieuse, qui nous apporte énormément, qui nous propose beaucoup de choses, qui nous challenge. Donc à elle-même suffit aussi à faire énormément bouger le produit. Et on m'a dit hier, d'ailleurs, je ne citerai pas le média, mais comme je t'ai dit hier, il y avait l'anniversaire, il y a quand même un média qui nous a dit que trouvait que le produit du guide d'achat était le meilleur, alors pas en termes de perf, parce que la personne ne savait pas forcément les perfs, mais en termes d'UX, Hmm. UX et design. En disant franchement, il est hyper quali, vous avez fait des tranches, c'est vachement bien agencé. Donc je trouve ça cool aussi que des concurrents directs nous disent que même le côté UX est cool. Mhm. Et ça, c'est aussi parce qu'on a une designeuse dedans, enfin dans l'équipe. Très cool. Mathieu, merci énormément pour ta disponibilité et également pour avoir accepté d'échanger, puisque c'est pas. J'ai quelques invités effectivement quand je leur dis, bah moi je suis pas fan de ce que vous faites ou je suis pas, on n'est pas forcément d'accord, etc. Bah parfois ils hésitent à enregistrer le podcast. Toi, tu as dit non, non, je veux présenter et j'accepte effectivement d'être challengé là-dessus. Donc j'apprécie énormément et je pense que ça va plaire à l'audience pour comprendre comment faire du content commerce façon Le Parisien. Tu as donné des chiffres, etc. Tu as donné des astuces même. Donc c'était un épisode, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Merci énormément pour ta disponibilité. Euh, Cool. Merci à toi, Ronan. Petite, voilà, juste petite précision. T'as raison. Justement, je trouve que c'est trop facile si tu discutes aussi avec des gens qui sont convaincus, de gens convaincus. À part se convaincre encore plus, ça sert pas à grand chose. Donc, justement, l'exercice est intéressant. De se confronter, d'échanger, de comprendre. Franchement, avec plaisir. Et j'aime beaucoup le modèle de la radio, du podcast. Donc ouais, avec plaisir. Franchement. Si des annonceurs ou des plateformes ou des partenaires souhaitent te contacter, quelle est la meilleure manière de prendre contact avec Mathieu? Alors, tu l'as compris, j'ai pas vendu le mail de manière Pour faire partie très, des 3000 non-réponses? ouais, plutôt pas mal. Non, mais bah, comment ils nous contactent, évidemment par mail, mais bon, normalement on est plutôt bien connu sur le marché, donc ils peuvent me contacter même par téléphone ou passer par les plateformes d'affiliation sans problème. Et même sur le site du guide d'achat, on a un petit onglet s'il faut contacter nous. Donc ça arrive dans une boîte généraliste que je ne regarde pas moi à titre perso, mais j'ai une D'accord. personne dans l'équipe qui regarde très régulièrement. On reçoit Ok. des demandes par mail en fait directement dessus. Donc contactez-nous sur le guide d'achat du Parisien. Ouais. Et puis de manière générale, soit par les plateformes d'affiliation, de manière assez classique ou en direct, voilà, par mail. Ok. Je mettrai les liens en Ouais, description cool. du podcast. Merci beaucoup Mathieu. Merci à toi, Ronan. Bonne journée. Salut. Bonne journée.